Bonjour et merci pour l'invitation d'abord. Oula, fais attention, du moment que tu ne parles pas avec mon ordinateur, c'est bon. Donc effectivement, j'ai une double casquette CNAM, Centre de recherche en gestion. Et je travaille sur les liens entre management de projet et innovation. Et dans la tradition du centre de recherche en gestion, toujours à partir de recherche de terrain avec des entreprises ou des organisations publiques. Donc juste, je vous ai mis là les terrains principaux sur lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai fait ma thèse chez Usinor avec le monsieur là, il y a longtemps déjà. Et puis ensuite j'ai travaillé chez... Donc c'était de l'hydroformage, c'était une technique de mise en forme des tubes d'acier par pression hydraulique, bref. Puis sur la voiture connectée chez PSA et pour les assureurs qui adoreraient mettre une boîte noire dans votre voiture. On avait travaillé chez France Télécom sur des choses avant les smartphones, convergence fixe, mobile, internet avant les smartphones. Et puis une recherche qui continue sur les processus d'innovation au CNES, dont je vais parler ici. Alors, juste pour poser, comme je vais parler des projets d'exploration, avant ça, je pose un peu le problème de manière plus générique. En théorie des orgas, management de l'innov, il y a une grande différence, il y a une séparation, on va dire, ou une distinction entre deux types d'activités, qui est assez ancienne. Alors on la doit à un papier qui, comme vous le voyez, a été cité 17 282 fois en gestion, ça commence à faire beaucoup, donc de James March, qui sépare deux types d'activités en fait. C'est un papier dans lequel il oppose deux types d'activités, ce qu'il appelle l'exploitation. Pour faire simple, on va dire que c'est l'activité routinière d'une organisation, il le dit là, hein, production, efficience, etc. D'une part, et puis d'autre part, l'exploration, qui définit de manière très, très vaste dans son papier. C'est un papier complètement théorique, hein, où il dit, voilà, dans l'exploration, on est dans le search, le risque, l'expérimentation, l'innovation, la découverte, etc. Et le papier démontre que n'importe quelle organisation, pour survivre, doit faire les deux. Il faut être à la fois capable d'exploiter, de faire des activités, ce qu'on sait déjà faire, et d'explorer. Alors je vais quand même, par rapport à ce que disait March en 91, je vais quand même introduire une distinction, un raffinement, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'innovation ici. Dans l'exploitation, on peut aussi être innovant. Lui, il la met là, mais à mon avis, c'est une simplification. Il y a aussi là de l'innovation. Mais c'est de l'innovation, ça va être de l'innovation sur des domaines connus. D'accord ? On va être dans de l'innovation qu'on peut qualifier d'incrémentale. Là. Mais lui, il exclut, mais je pense que c'est une erreur de sa part, parce qu'il y a vraiment ici aussi des activités d'innovation. La difficulté étant qu'en général, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, comme il le dit après, en général, l'exploration, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que ce qu'il montre, c'est que si l'entreprise ne fait que de l'exploitation, elle va être rentable à court terme, mais incapable de renouveler son portefeuille d'activités, d'inventer de nouveaux produits, de nouveaux marchés, etc. Inversement, si elle ne fait que de l'exploration, elle va très vite avoir un problème de rentabilité, puisqu'elle n'aura pas de ressources pour financer des activités qui sont par essence risquées, incertaines, etc. Donc il faut être capable de faire les deux. Hein, ce que Pessin avait... J'aime beaucoup ce dessin, que j'utilise depuis longtemps. J'hésite entre innover et me planter, et ne rien faire et disparaître. Ce qui est un bon résumé du problème. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire les deux. Et c'est ça qui est très compliqué. Et pour montrer à quel point c'est compliqué, je m'appuie sur les travaux d'un prof de Stanford qui s'appelle Robert Burgelman, et qui me propose un schéma qui est, vous allez le voir, peut-être un peu compliqué, mais qui est très parlant. En tout cas, quand je l'ai présenté à l'INRA EA, Environnement et Agronomie, c'est ça, voilà, il y a 10 jours, ça a déclenché des débats enflammés. Donc on va voir si ça marche aussi. Burgelman s'intéresse aux grandes organisations, plutôt diversifiées, et il dit ça. Il dit, voilà, une entreprise a une stratégie, n'importe quelle organisation, qui dépend de ce que la direction générale pense des compétences distinctives de l'entreprise, des marchés, des valeurs, des objectifs, etc. Donc une boîte a une stratégie. Et la difficulté, c'est de s'assurer que ce que font les gens dans l'organisation correspond bien à la stratégie de l'entreprise.
Vous allez me dire, c'est trivial, mais en fait, vous allez voir, ça ne l'est pas totalement. Donc il dit, voilà, la difficulté, c'est de s'assurer que ce que font les gens correspond bien à la stratégie de la boîte. D'accord? Et pour ça, l'entreprise, et c'est l'essence de l'organisation, met en place ce qu'il appelle, lui, le contexte structurel. Et il met là-dedans toute la machine bureaucratique. Enfin, bureaucratique, pas du tout au sens péjoratif. Hein, la machinerie organisationnelle, les structures, les systèmes de planification et de contrôle, les modes de rémunération des gens, les critères de tri des projets, etc. etc. Et plus généralement, la culture de l'organisation, etc. Tout ça est conçu pour que ce que font les gens soit bien aligné avec la stratégie de l'entreprise. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Et ça correspond à l'environnement existant de l'organisation. Chez Intel, parce que, excusez-moi, c'est un grand connaisseur et un grand spécialiste, notamment d'Intel. Chez Intel, dans les années 90, ça, c'est les microprocesseurs. D'accord? Avant, chez Intel, ça, c'est les mémoires. Historiquement, c'est une entreprise qui, avant de faire des microprocesseurs, faisait des mémoires. D'accord? Et donc, ça, c'est, voilà, l'exploitation est ici. Ça, c'est l'exploitation, et il a raison de dire qu'on peut être innovant là. D'accord? C'est de l'innovation incrémentale. On va améliorer en continu la performance des produits, mais en général sur des critères qu'on peut identifier. Là où ça se complique, c'est qu'il dit, voilà, il y a aussi des trucs, on ne sait pas bien ce que c'est, l'environnement émergent, des nouveautés, de l'exploration, justement. Et la question, c'est comment, donc plutôt de l'innovation radicale, comme il dit, comment on va réussir, selon lui, à donner du sens à ça, à insérer ça dans la stratégie de l'entreprise. Et donc il dit, là on rentre dans un processus qui est très politique, où il va falloir réussir à expliquer, oui c'est ça, vraiment à donner du sens à ça par rapport à la stratégie actuelle de l'entreprise. Donc si tout va bien, on va réussir, ça va venir amender, faire évoluer la stratégie de la boîte. Mais ça peut totalement, on peut ne jamais réussir, ça peut mourir ici. D'accord? Là, il dit, c'est un débat qui est à la fois sur donner du sens au concept et puis politiquement réussir à convaincre que c'est intéressant. Et évidemment, il y a plein de cas de figure où on peut se planter. Là, ça peut s'arrêter brutalement ici. Et il prend plein d'exemples où ça ne marche pas. Et la difficulté, c'est de faire les deux. Le problème étant que si vous passez ça à la moulinette de ça, en général, on s'arrête très vite. D'accord? Vous prenez une idée innovante, décalée, radicale, etc., et vous les essayez de la faire rentrer dans le processus d'allocation des ressources classiques, vous allez avoir du mal à calculer un taux de rentabilité interne, à justifier pourquoi, etc., etc. D'accord? Donc ça, la tension, vraiment, à mon avis, la tension, elle est là. Elle est là, sachant qu'ici, il peut y avoir des trucs majeurs. Hein. Enfin, chez Intel, le microprocesseur, ça vient de là. Au début, chez Intel, quand il est apparu en 71, c'est absolument pas une décision stratégique top-down où les mecs se disent « Tiens, le microprocesseur, c'est l'avenir ». C'est des types qui bricolent dans leur coin, qui passent un contrat avec un fabricant de calculettes, qui font un microprocesseur, qui voient tellement pas à quoi ça peut servir, qui vendent le microprocesseur et les plans et les brevets à la boîte, qui heureusement fait faillite, donc ils rachètent, et puis après ça va devenir la machine à cash d'Intel. D'accord? Donc il y a une tension vraiment très forte qui est liée à l'essence même de l'orga. Encore une fois, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps qu'il faut réussir à faire. Alors il y a des cas de... J'aime beaucoup celui-là par exemple. On est chez Kodak. Ça, donc le bleu chez Kodak, c'est des films, on est d'accord. Et ça, c'est le premier appareil photo numérique, 1975, chez Kodak. Donc effectivement, vous avez le viseur, l'objectif, un dispositif de stockage qui est la cassette, et puis tout le bins électronique qu'il y a derrière, qui permet de faire des images. Alors vous voyez, c'est 0,01 mégapixels en noir et blanc, 23 secondes par photo. Et surtout, les types, quand ils le présentent, ils parlent de filmless photography. On va faire de la photographie sans film. De la photographie sans film, chez Kodak.
mais vous n'y pensez pas, mon bon monsieur. D'accord? Le bleu et la machine à cache chez Kodak, c'est ça. Et effectivement, quand ils font les démonstrations du machin, là, très très vite, les gens posent des très bonnes questions. Pourquoi on voudrait regarder nos écrans, nos photos sur une télé? Comment on stocke ça? C'est quoi un Electronic Photo Album? Très bonne question. En 76, c'est une super bonne question. Il n'y a pas d'ordinateur dans les familles. Hein. Quand est-ce que ce truc-là sera disponible pour le consumer? Et les types disent, on n'en sait rien, quoi. On n'a pas la réponse. D'accord? Et donc, ils ont déposé un beau brevet, et puis le reste, au placard. D'accord? Terminé. On continue à faire ce qui génère de l'argent pour Kodak, c'est-à-dire du bleu. Donc, la tension est vraiment forte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent apparaître dans le vert, qui, 30 ans plus tard, vont s'avérer majeures, et puis on ne voit pas l'intérêt, mais il ne faut pas se moquer. Hein. Je veux dire, ils ont des très bonnes raisons. Enfin, c'est des super bonnes questions. Hein. Ils ont des très bonnes raisons de penser que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire de la photographie numérique il y a 30 ans. Donc la question, c'est comment on arrive à faire les deux? Et là, la littérature est assez d'accord, pour une fois, pour dire que quand ça ne marche pas, enfin quand une activité ne rentre pas dans les routines, on va dire, dans le bleu, il faut se séparer. Et le concept qui est utilisé dans la littérature, enfin qui a été popularisé dans la littérature, c'est la notion d'organisation ambidextre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit capable à la fois d'exploiter et d'explorer. Il faut réussir, il faut qu'elle soit capable de faire les deux. Et alors, donc voilà, je vais aller directement là. Voilà. Dans le modèle, vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions. Dans le modèle ambidextre, pardon, j'ai appelé pur, mais on parle d'ambidextrie structurelle, on sépare. C'est-à-dire vous avez les business actuels, le bleu est là, et on met en place une entité ou des entités qui vont prendre en charge l'exploration. Et elles sont complètement séparées. D'accord? Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc ça, c'est une activité autonome. Et les critères, l'intérêt, c'est que les critères de gestion qu'on va appliquer là et là ne sont pas les mêmes. D'accord? On sépare complètement les logiques de management. Typiquement, les critères de rentabilité exigés ici et là ne sont pas les mêmes. OK? Donc on est bien dans cette logique-là. Enfin, la première réponse, en tout cas, à la tension, c'est on sépare. Alors ça pose plein de questions d'ailleurs sur ça, on sait faire, mais comment on gère ça? C'est une question qui est largement ouverte, quoi. Hein. Là, on voit bien ce que ça peut donner. Là, et c'est là qu'on va aller voir qu'évidemment, il y a des projets aussi ici, mais qui vont avoir une logique assez différente des projets qu'on va trouver là. Le modèle historique de ça, à mon avis, enfin, en tout cas, peut-être on pourrait remonter plus loin dans l'histoire et on trouverait autre chose, mais celui qui est très souvent cité un exemple, c'est Lockheed. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Lockheed, c'est un des plus gros... c'est le premier équipementier, enfin c'est le premier équipementier du Pentagone américain, donc c'est un énorme fabricant d'armement, d'avions, etc. Et chez Lockheed, il y a un truc qui s'appelle les Skunk Works. Donc c'est un département à part. Donc leur nom c'est Skunk Works, c'est une marque déposée d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils sont connus. Le vrai nom c'est Advanced Development Projects. Et c'est un département qui a pour but d'explorer des concepts en rupture. On leur donne des trucs bizarres. Et ils font un proto, ils vont jusqu'au prototype pour faire la proof of concept, pour démontrer que ça marche. Donc ils disent, voilà, on fait des protos pour montrer que c'est intéressant avant de faire des investissements massifs. Donc on va jusqu'au prototype dans ce cas-là. Et l'intérêt de séparer, c'est que ici, ils acceptent des niveaux de risque qu'ils n'accepteraient pas dans le Lockheed canal historique, dans le Lockheed bleu, routinier, etc. D'accord? Comme il le dit, ici, c'est le témoignage d'un des patrons des Skunk Works. L'idée, c'est d'avoir les investissements les plus bas possibles, comme ça, pour faire la démonstration que ça marche. Comme ça, si on se plante, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est mieux si ça marche, mais c'est pas très grave, en tout cas, si on se plante. Un exemple de ça, c'est les avions furtifs. C'est une très bonne idée pour des militaires. L'avion furtif, c'est-à-dire indétectable sur les radars. Ce qui, alors, je vous passe la théorie, d'ailleurs, je serais bien incapable de vous la dire, mais en gros, il y a des mathématiciens qui ont montré que l'éco-radar dépend de la forme de l'objet et pas de sa taille. Donc, si vous avez un truc qui a des formes bizarres,
ça renvoie pas les échos. Et donc, ça, c'est vachement intéressant. Est-ce qu'on arrive à faire un avion qui, grâce à sa forme, est indétectable? Donc, première chose, premier prototype, il n'y a rien, ça c'est du bois, ou il n'y a pas de moteur à l'intérieur, c'est un modèle réduit. Est-ce que ça, c'est effectivement furtif? Réponse, oui. Deuxième question, est-ce que ça vole? Parce que c'est quand même une bonne question. Et donc, ils continuent. Ils continuent, et très vite, ils font des protos, modèles réduits. 77, ils ne traînent pas en route. 77, ils font des prototypes modèles réduits pour voir si ça vole. D'accord. Et la stratégie qu'ils ont sur ce type de projet, c'est on réutilise tout ce qu'on a sous la main. On ne reconçoit pas un avion. On essaye au contraire, donc on va prendre les moteurs de machin, le système de commande de trucs, le siège, etc. etc. C'est Frankenstein ce truc. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient sous la main pour aller le plus vite, le moins cher possible. Et effectivement, c'est pas cher. Moyennant 37 millions de dollars par avion, mais bon, pour Lockheed, le low cost dépend de la référence qu'on a, évidemment. Donc, pour Lockheed, si vous avez un contrat à X milliards avec le département de la Défense, franchement, 75 millions d'euros, c'est l'épaisseur du trait, quoi. Si ça ne marche pas, ils s'en fichent complètement. Et ça marche. Donc, ils ont détruit les 2 prototypes, ils ont failli tuer les pilotes, mais après avoir démontré que ça volait. D'accord? Donc, ça marche, et ça va donner ça. Le F-117, qui est un avion furtif. Vous voyez, une tête très, très bizarre. C'est un fer à repasser, ça vole très très mal, mais c'est complètement indétectable au radar. Ça a le même écho qu'un pigeon, ce qui est quand même étonnant. Au bout d'un moment, le problème qu'ils avaient, c'était le casque du pilote. C'était ça qu'ils voyaient le plus, en fait. C'était la tête du pilote qui se reflétait sur les écrans radar. Donc, voilà. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est on crée une entité pour voir est-ce qu'un avion furtif, c'est possible. Et ils vont jusqu'à la proof of concept. Si la proof of concept marche, derrière, vous voyez, ils ne traînent pas en route. Vous avez vu? 75, 77, 78, c'est extrêmement rapide pour un développement d'avion. Ils signent le contrat avec l'US Air Force en 30 mois, ce qui est quand même hallucinant pour un développement aussi compliqué. Et eux, ils s'arrêtent là. La partie exploration est terminée. Ce n'est pas eux qui vont fabriquer ça. Après, c'est Lockheed qui prend la main et puis qui se débrouille avec ce truc. D'accord? Alors ça, c'est la version, ce que je vous ai montré là, c'est la version ambidextrie qu'on appelle structurelle, c'est celle-là. On sépare complètement. Mais il y a des gens qui ont montré que ce n'était pas forcément la seule façon d'être ambidextre. D'accord? On pouvait aussi être ambidextre au niveau des individus, c'est-à-dire que tous les gens ont une partie de leur temps sur des activités d'exploration. 20%, 30%, ce qu'on trouve chez 3M, ça c'est un classique chez 3M, ou chez Google. J'aimerais bien aller voir comment ça marche. J'aimerais bien voir comment ça marche vraiment, d'accord? Parce que c'est une bonne question. Parce que la joke chez Google, c'est que vous avez 1% de faire ce que vous voulez le dimanche. Parce que le reste du temps, c'est pas possible. Ou alors la version, c'est on va s'appuyer sur l'extérieur, ce qu'on appelle ambidextrie de réseau. On va s'appuyer sur d'autres entités qui vont faire l'exploration pour l'entreprise. D'accord? Alors chacune ont leur... Bon, je ne rentre pas dans les détails, on peut critiquer c'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes façons de faire de l'ambidextrie. Soit on sépare complètement, soit on a des process qui permettent au niveau des individus de faire les deux, soit on va s'appuyer sur l'extérieur pour les activités d'exploration. Alors un autre exemple de ça, voilà, je ne sais pas si vous connaissez ça, un très bon exemple d'entité d'exploration, c'est la DARPA. Ou avant on parlait de ARPA, DARPA, elle a changé de nom. C'est donc Defense Advanced Research Project Agency. C'est un morceau du département, enfin c'est une agence du département de la défense américain qui est consacrée à l'exploration des concepts en rupture. Et on leur doit plein de choses. On ne les connaît pas, mais notamment, on leur doit Internet. Les premiers, avant que ça s'appelle Internet, ça s'appelait ARPANET, pour donc ARPA Network, d'accord? Et voilà, ça s'appelait ARPANET. Donc on leur doit Internet, on leur doit les technologies furtives, on leur doit le GPS, on leur doit, enfin, ils sont chargés d'explorer des concepts. On ne sait pas si c'est intéressant, mais on va essayer, on va voir. Et donc ils sont complètement... C'est une agence spécifique. Ils ont leur propre process, leur propre budget, différent des procédures d'acquisition classiques du département de défense américain qui sont extrêmement lourdes, enfin précises. D'accord? Et
Donc voilà, ils cherchent, voilà par exemple, donc ils cherchent des concepts en rupture, mais il faut toujours qu'il y ait une application derrière. Ils ne font pas de la recherche fondamentale. Ils essayent d'appliquer des avancées sur des applications. Un exemple, un appareil volant à Mach 20 pour rejoindre n'importe quel coin de la planète en 60 minutes, reprogrammable et qui ne ressemble pas à un lancement de missile balistique. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut faire pour faire ça? C'est un besoin. Comment on peut s'y prendre? Et ils ont fait des protos de ça. Ça a volé 3 minutes, puis 9 minutes, mais bon, à Mach 20, donc c'est intéressant. Ou alors, on creuse un champ scientifique parce qu'il est suffisamment mûr pour résoudre des problèmes pratiques. Donc les MEMS, les accéléromètres par exemple, c'est eux aussi qui ont commencé à faire les premières applications. Et ce qui m'intéresse, c'est que d'abord, c'est une structure légère, vous voyez, ils ont un gros but. Voilà, évidemment. Évidemment. Comme on est chez les militaires américains, tout de suite, les budgets sont énormes, mais ils ne sont pas très nombreux. En staff permanent, c'est peu de monde, mais en fait, c'est parce qu'ils sous-traitent les projets. Enfin, ils sous-traitent. Ils embauchent les gens ponctuellement sur un projet. Donc, ils prennent le top, parce que comme c'est très prestigieux, ils embauchent un directeur de projet, sous contrat pour la durée du projet. Il y a une durée fixée à l'avance. Ça ne peut pas être plus que 5 ans. D'accord ? Et ils sous-traitent non seulement la direction du projet, mais ils vont aussi passer des contrats avec les meilleurs experts du champ pour constituer une équipe très vite de gens qui sont à la pointe de la question sur les véhicules volant à Mach 20, par exemple. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils fonctionnent par projet, donc, uniquement par projet, mais, comme il l'explique, ils sont sur des projets, excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est important, ils sont sur des projets spécifiques. Parce que quand l'objectif, c'est un véhicule volant à Mach 20, le cahier des charges, il y en a un, hein, mais il est hyper... et puis comment on va s'y prendre? On cherche, quoi. Donc comme ils disent, on est sur des logiques d'itération rapide pour voir si c'est intéressant, s'il y a des pistes, si c'est un cul-de-sac, s'il faut aller ailleurs, etc., etc. Donc on n'est pas sur une logique de planification, où on essaye de respecter le planning qu'on s'est donné au départ. On est sur des process d'apprentissage, où on essaye, on voit ce qui se passe, et en fonction de ce qu'on a appris, on recommence. On continue, on avance, on va à l'étape d'après. Et effectivement, dans ce cas-là, se planter peut être une excellente nouvelle, en fait. Dans ce cas-là, ça peut être un très très bon moyen d'apprendre. Donc et c'est normal, comme il dit, c'est le fait de se planter, d'avoir des surprises, d'être confronté à des choses complètement inattendues, c'est normal in high-risk project, comme ils le disent. Donc on est dans des logiques, et c'est là que je fais le lien avec mes travaux, où les directeurs de projet gèrent des flux, comme ils disent. Ça change tout le temps. On est parti là, mais on a fait un test, on voit ce qui se passe, etc. Et donc on est confronté là à un nouveau type de projet, en fait. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, exploration, exploitation, on sépare. Et donc les projets dans le bleu vont pas être gérés de la même manière que les projets dans le vert. Les projets d'exploitation, entre guillemets, ou d'innovation expérimentale, vont pas être gérés de la même manière que les projets d'innovation de rupture ou d'exploration. Et c'est ça que je vais creuser maintenant. Pardon, c'est ça que je vais creuser maintenant. Pardon? Non, c'est bon. J'en suis où? 30 minutes. Hein? Encore 30 minutes. J'ai encore combien de temps? 25. Ouais, oh, bon, parfait. Parfait. Ça tombe bien. Alors, Je m'étais trompée de calculer. pardon? Oui, il vous reste 10 secondes, ouais, c'est ça. Heureusement qu'elle s'est trompée. Alors, c'est une vraie question, parce que le management de projet, c'est un truc, c'est une discipline qui est extrêmement standardisée. C'est-à-dire qu'il y a un modèle standard de management de projet qui correspond bien à la logique du bleu, d'ailleurs, où vous avez une stratégie qui débouche sur un plan projet, puis ensuite vous passez au management de projet. Management de projet qui est souvent représenté de cette manière-là. Donc il y a une logique dite de stage gate, où étape 1, est-ce que c'est bon? Étape 2, on fait le business case, et puis on peut s'arrêter à chaque fois. Étape 3, développement, test et validation, lancement commercial, etc.
Et tout ceci, dans le modèle standard en tout cas, est normalisé, enfin oui, quasiment normalisé. Il y a une grosse organisation professionnelle qui s'appelle le Project Management Institute américain, qui publie un pavé qui s'appelle The Project Management Body of Knowledge, 619 pages, illisible. C'est des procédures en fait. C'est que des procédures. Et vous avez des outils pour faire ça. Gérer le temps, project time, les coûts, la qualité, les ressources humaines, les risques, etc. Donc vous avez un modèle de management de projet qui schématiquement, on a un cahier des charges au début qui définit l'objectif, il y a des jalons, des phases qui permettent d'aller jusqu'à la fin. Normalement, ça vous... Enfin, voilà, c'est le modèle projet, on ne peut plus classique. Le problème étant, le problème va arriver quand on confronte ça à des situations d'exploration, d'innovation radicale. Ça donne plutôt ça. Alors ça, c'est quelque chose qui vient d'un séminaire interne de PSA sur la voiture connectée en 2001. Recherche qu'on a fait avec Christophe, et qui se passe très mal. Enfin, c'est lancé en 98, avec un objectif assez clair, et puis rien ne marche. Rien ne marche. Ils n'identifient pas les services, les équipements, ça ne marche pas très bien, les business models, ils ne voient pas. Donc, ils virent le directeur de projet, ils en mettent un nouveau, ils organisent un séminaire de psychanalyse collective du projet, dans lequel ils demandent aux acteurs, à un moment, aux gens du projet, dessinez-moi le projet télématique, le projet voiture connectée. Et voilà un des résultats. Donc ici, vous avez le temps, et là, vous avez confiance ou visibilité sur l'aboutissement. Et comme vous voyez, ouais, on est les meilleurs, et puis, il s'écrase parce que ce qui était envisagé là s'arrête ici d'ailleurs. Puis nouveau partenariat, puis ça ne marche pas, puis où sont les clients pour l'interrogation? Exit Vodafone, exit Vivendi, etc. etc. Bon, c'est un bordel sans nom. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai pas d'argent. D'accord? Donc on est sur une logique qui est évidemment assez différente du modèle bien réglé de management de projet. Et ça tombe bien parce que dans la littérature, je vais prendre celui-là, dans la littérature, les gens qui s'intéressent à ce type de projet, à des projets de rupture, montrent qu'on est sur ce qu'ils appellent Search on a Rugged Landscape. C'est-à-dire le projet est confronté à un truc totalement chaotique, en fait, et on ne sait pas quelle est la bonne solution. Alors que sur un projet classique, on est quand même capable d'identifier où on va. Éventuellement, on fait de la gestion des risques pour voir si jamais il y a un problème, on a préparé un plan B pour atteindre l'objectif. Il dit là, on n'est même pas capable d'identifier les risques en fait. On ne sait pas ce qui peut se produire. Donc, la question c'est comment on pilote un projet qui est confronté à un truc où on ne sait pas si la bonne solution c'est ça ou ça. D'accord ? Bien sûr, vas-y. Ça a l'air catastrophique, mais ils ont été les premiers. Oui, bien sûr, oui, très bonne remarque. Tout à fait. Qu'on appelle aujourd'hui voiture communicante. Oui, mais évidemment, oui, ça c'est encore une fois, c'était vraiment un processus très très compliqué, mais effectivement, merci. En 2003, ça a été les premiers à mettre en place un équipement embarqué communicant avec un système d'appel d'urgence localisé. Donc même malgré ça, ils ont raté plein de trucs, etc. Mais ils ont quand même réussi. Ils sont toujours en avance. Il y a 2 ans, ils avaient 2 millions de véhicules qui tournaient avec un système d'appel d'urgence, par exemple. Donc, malgré ça, effectivement, ils ont fini par y arriver. Mais la question, c'est comment on gère ça? J'aime bien cette métaphore. On court après un truc qui s'échappe et qui peut arriver, on ne sait pas bien où. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est mon domaine. Ce que j'appelle j'ai mis certains transparents en anglais. C'est des projets d'exploration. Ce que j'appelle des projets d'exploration pour lesquels ni les objectifs, ni les moyens d'y parvenir sont clairement définis au départ. On n'a pas les connaissances au départ. On pense que c'est intéressant, la voiture connectée, mais qu'est-ce que ça veut dire voiture connectée? C'est quoi les technos, les business models, les clients, les contraintes juridiques, etc. On ne sait pas. Et donc, on est sur des logiques d'expérimentation. C'est-à-dire vraiment la logique du projet,
une des personnes, enfin vraiment le pionnier de cette question-là, je ne l'ai pas mis sur le transparent, c'est un chercheur qui s'appelle Christophe Lohr, qui est un Allemand. Maintenant, il est prof, enfin il n'est pas prof, il est directeur de la Business School de Cambridge, qui est le premier à avoir montré qu'on est sur des projets dans ce cas-là où on a une idée, on a un plan, on voit ce que ça donne, on expérimente pour voir si l'hypothèse qu'on a fait au départ est bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fonction de ce qui s'est passé, on continue. Mais on peut partir ailleurs. Hein. Là, on revient sur nos bases, mais on peut aller complètement dans des endroits différents. Donc on est sur des processus où le projet est un processus d'apprentissage par l'expérimentation. En fait. Et les stratégies, la façon de gérer ces projets-là n'ont rien à voir avec les projets classiques. Typiquement, je vais en prendre un juste après, mais une solution, quand on est confronté à des paysages comme ça, c'est d'essayer plusieurs pistes en même temps. Comme on ne sait pas laquelle est la bonne, on explore plusieurs solutions techniques en parallèle. D'accord ? Ce qu'on trouve d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est des méthodes que la littérature, typiquement type PMI, a oubliées, mais qui sont assez anciennes en fait. Le cas emblématique, pour moi en tout cas de ça, c'est le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, bombe atomique, délai très court, on ne sait pas comment on va faire, quelle est la bonne solution pour faire une bombe atomique, donc ils vont explorer plusieurs solutions techniques en même temps. Partout d'ailleurs, à tous les niveaux du projet, dès qu'ils ne savent pas, ils font plusieurs pistes en même temps. Ils n'ont pas de problème de budget, hein. Mais voilà, ils explorent, ce qui explique que, vous ne le savez peut-être pas, mais la bombe lancée sur Hiroshima et celle lancée sur Nagasaki sont totalement différentes. Ça n'a rien à voir techniquement. Donc voilà, une solution, c'est d'avoir, on ne sait pas, on a plusieurs fers au feu, et on sait très bien, ça c'est démontré maintenant, que le stage gate que je vous ai présenté ne marche pas dans ces situations-là. Parce que la difficulté de cette logique-là, une fois qu'elle est mise en place, c'est qu'une fois que vous avez défini le cahier des charges au départ, et vous rentrez dans la machine administrative, dans la machine bureaucratique, dans le process projet, il est très très difficile de remettre en cause le cahier des charges du début. C'est un processus très rigide, on a une inflexibilité du processus qui est totalement antinomique avec la logique de l'innovation. Et donc c'est même pas que c'est pas adapté, c'est que ça tue l'innovation en fait. Une fois que vous avez rentré ça, c'est des process qui ne fonctionnent pas. La question étant, ok d'accord, mais comment ça marche des projets d'exploration? C'est quoi les méthodes qu'on voit apparaître? J'ai commencé un peu à y répondre, on essaye plusieurs pistes en même temps. Et pour ça, je vais utiliser un travail en cours avec le CNES, donc que vous connaissez au moins de nom, donc le Centre national d'études spatiales, à qui on doit des succès hein, évidemment techniques. Alors le plus visible, c'est peut-être Ariane, parce qu'on la voit décoller. Ah, on ne voit pas le truc sur le... Ah non. Non, on ne le voit pas. Bon, Ariane, mais il y a plein de satellites. Spot, par exemple, qui est un satellite d'imagerie. Enfin, il y en a en météo, il y en a en océanographie, il y en a en SMOS pour les sols. Enfin bon, ça marche très bien. Et c'est très intéressant parce que c'est le royaume du modèle projet classique, le CNES. Historiquement, les modèles StageGate que je vous ai présentés, ça vient du spatial. C'est Apollo. Enfin, c'est Apollo. Et même avant Apollo, c'est les grands programmes de missiles militaires américains d'après la Seconde Guerre mondiale. Et La TRL chère. Exactement. Donc on est dans le royaume de la conception, du modèle de projet standard. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas l'un ou l'autre. Quand vous avez des objets aussi compliqués que des lanceurs, que ça coûte, ou des satellites, que ça coûte un bras, parce qu'un satellite de télécom, c'est 300 millions d'euros tout de suite. Donc, et qu'en plus, une fois qu'il est lancé, c'est fini, on ne peut plus faire grand-chose. Vous avez intérêt à mettre en place un processus de contrôle de la conception extrêmement strict. Donc c'est une bonne idée de faire ça pour des projets classiques. Là où ça va commencer à poser... Et effectivement, au CNES,
phase 0, AB, TRL, etc. etc. Enfin, je veux dire, tout est bordé, quoi, hein, revue de projet. Et c'est plutôt une très bonne idée sur des objets très complexes. Le problème étant, le problème commence à apparaître quand on applique ça de manière aveugle à tous les projets. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on a vu, nous. On a vu ça dans le domaine des télécoms, où pendant un atelier qu'on avait, dans le cadre de cette recherche qu'on avait organisé avec le responsable des projets de télécom, il nous a dit « Je suis très mal à l'aise avec ce process, je vous ai montré, parce que moi je suis confronté à ce qu'il... » Lui, il parlait de projets étranges. J'ai des projets étranges, les objectifs ne sont pas clairs, et puis en plus ça change. On a du mal à définir les jalons. On ne bosse pas sur des objets, mais sur des concepts, etc., etc. Donc il dit, moi je suis mal à l'aise parce que j'ai des projets étranges, et c'est lui qui a pour montrer son malaise, il a utilisé ça. C'est pas moi, hein, c'est lui, dans sa présentation, il disait, voilà, moi je suis le canard jaune et je vois passer les petits canards noirs, ou alors mes projets, c'est ça, c'est Jérôme Bosch, ça ressemble à rien, quoi, par rapport au... C'est un truc louche, on ne sait pas ce que c'est. Et il dit, voilà, moi je veux que je gère un truc qui ressemble à ça. Et effectivement, quand on creusait il expliquait qu'il y avait eu un changement majeur, en fait, dans le contexte institutionnel du CNES, qui est lié à la déréglementation des télécommunications, qui font que ça a basculé d'un marché où le CNES avait un interlocuteur clair, qui était le Centre national des télécoms et France Télécom, avec qui il concevait des satellites. Tout ça a explosé. Ça a basculé vers des opérateurs majoritairement privés. Et donc la mission des télécoms, c'est le support à la compétitivité. Alors ça, c'est une mission qui n'est pas évidente à définir. Et donc ils sont passés de... La mission du CNES, la mission du CNES. Ils sont passés de « je conçois des satellites, des démonstrateurs techniques, mais des objets ». Le problème étant que le dernier satellite démonstrateur qu'ils ont fait, qui a été lancé sur Ariane en 2002, ça a duré 15 secondes parce que la fusée a explosé. Donc tout l'investissement, enfin, ils ont appris plein de choses à la conception, mais ils n'ont jamais pu le valider en l'air parce que les 300 millions d'euros, pouf, paf, en 15 secondes. Donc ils sont passés de « je conçois des démonstrateurs techniques » à « j'explore des concepts, des compétences ». Et on a eu l'occasion d'étudier un cas qui est celui de la flexibilité. Donc c'est un projet qui s'appelle FLIP, pour Flexible Innovative Payload. Donc on est sur les satellites de télécom. Voilà un engin, enfin il est décomposé là. Basiquement, un satellite télécom, c'est un truc qui reçoit un signal et qui le retransmet, qui reçoit du sol un signal et qui le diffuse sur une zone géographique. Et c'est plutôt historiquement un truc extrêmement rigide. C'est-à-dire que le type de signal et la zone géographique sont définis au départ. Et une fois que c'est lancé, ça vous envoie le signal que vous lui avez donné sur la zone que vous lui avez définie, et c'est tout. Et donc, il y a un enjeu, début des années 2000, à développer des satellites flexibles. C'est-à-dire, on peut réallouer, alors ça veut dire quoi flexible, c'est pas évident, mais on doit pouvoir réallouer soit la bande de fréquence, soit la zone, mais après le lancement. D'accord ? Donc il faut réussir à faire un satellite flexible. Et donc, il lance un projet, 2006, FLIP, pour explorer ça. C'est quoi un satellite flexible ? Et alors, c'est un cas que moi j'ai trouvé très intéressant parce qu'ils partent sur un truc qui est la flexibilité, mais qui est en fait assez... Flexibilité, c'est vachement vaste, c'est mal défini, quoi. La fréquence, la puissance, la zone géographique, mais comment on va faire, c'est quoi les technos derrière ? Donc l'objectif est flou, et les moyens pour y arriver aussi. Mais ils partent comme un projet classique. C'est-à-dire ils se disent, on a la direction de la stratégie en télécom a des relations avec les opérateurs, donc ils ont défini des spécifications, ils ont des requirements, ils ont les specs, ils pensent en tout cas qu'ils ont les specs sur ces coins satellites flexibles. Ils ont fait des études en amont de R&T, comme ils disent au CNES, qui ont identifié des techniques. Donc ils se disent, ben, on a les requirements, on a les technos,
on fonce. Donc ils attaquent directement en phase B. Ils considèrent que le proof of concept, c'est terminé. Donc on veut aller le plus vite possible. Donc ils attaquent le process en phase B. Et très vite, donc ils attaquent normalement, ils commencent, mais assez vite ils se rendent compte de deux choses. Un, le cahier des charges de départ est totalement insuffisant, est totalement incomplet. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que la flexibilité en fait, mais ils s'en rendent compte pas tout de suite. Et puis les études de R&T sont pas utilisables en fait, sont très les solutions étagères qui sont soi-disant suffisantes pour commencer, le sont pas en fait, ça marche pas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il faut recommencer. Donc ils retournent voir les opérateurs de télécommunications pour essayer de comprendre ce que c'est vraiment que la flexibilité. Ça leur prend 18 mois. Ils passent 1 an et demi à faire ça. Et ils se rendent compte que eux, ils avaient identifié 2 missions. En fait, il y en a 27. D'accord? Donc d'un seul coup, l'éventail, le concept de départ, qui était défini de manière étroite, au contraire, est extraordinairement plus compliqué que ce qu'ils pensaient. Et il le dit, hein. Il rigole d'ailleurs. Hein. On se rend compte que les solutions n'étaient pas compétitives, qu'il fallait recommencer, que à peu près la moitié de ce qui avait été fait en R&D était useless. Et donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils étaient partis en phase B et ils reviennent en phase 0A. Ils repartent en arrière en fait. Ils sont obligés de refaire ça. Et en plus, à partir de là, ils cherchent. Alors je ne vais pas tout vous faire, mais ils cherchent les solutions. Une fois qu'ils ont identifié les 27 solutions, ils cherchent comment on pourrait faire. Et sur les différents composants, par exemple sur les transpondeurs, c'est le truc qui reçoit le signal, qui le traite, qui l'amplifie et puis qui le renvoie. C'est un composant central dans le statut de télécommunication. Ils ont 4 solutions possibles, mais aucune n'est satisfaisante en termes de coût ou de performance. Et donc en 2009, lors d'une revue de projet, ils disent on va séparer le travail en 2. D'une part, on va quand même en garder une, qui n'est pas satisfaisante, mais qui peut satisfaire un besoin à court terme, la demande à court terme d'un client particulier. Celle-là, on va la développer. Mais en même temps, on va refaire le travail pour voir comment on pourrait satisfaire les 27 missions derrière. D'accord ? Donc d'un côté, ils disent, on creuse celle-là pour un client, et de l'autre, on explore le plus largement possible quelles sont les solutions qui existent pour les 27 missions, ce qui va donner à la fin, 3 produits validés. Ça, c'est Engineering Qualified Model, je crois, ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le terme exact, qui sont sous développement. Mais ça va leur prendre encore 2 ans. D'accord ? Donc, ils développent celle-là, et ils passent 2 ans à explorer les solutions techniques pour les 27. Autre exemple, oui, ils sont dans un raisonnement assez original quand même. On ne fonce pas vers un cahier des charges, on explore l'espace de conception. Et deuxième exemple, ça c'est une antenne. Composant extrêmement important pour la flexibilité. Et ils vont changer la façon de concevoir les antennes. Ils vont passer d'un modèle mécanique, une conception mécanique absolument rigide, à ce qu'ils appellent une conception électromécanique de l'antenne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce truc-là, ils l'ont développé alors qu'ils savaient très bien que ce n'était pas compétitif en termes de perfo ou en termes de coût. Mais par contre, ça leur permettait de développer des compétences qu'ils n'avaient pas. D'accord ? Donc ils le font non pas pour satisfaire un client, ils le font pour développer des compétences qui ensuite, ils vont pouvoir réutiliser sur toute une série de produits. Donc ce truc-là, c'est trop lourd, c'est trop cher, mais ils développent 2 compétences, le brasage, enfin, peu importe, qui va leur permettre de faire ça. Comme il dit, c'est un cas d'école de décision qui n'est pas lié au produit. On ne le fait pas pour le produit, on le fait pour les compétences qu'il y a derrière. D'accord ? Donc là aussi, c'est une logique intéressante parce que on n'est pas dans je fonce vers un objectif, on est vers je développe des compétences qui ensuite vont être utiles ailleurs. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que c'est des compétences qui étaient maîtrisées uniquement par les Américains. Donc là, ils développent un produit qui va permettre à des firmes européennes de maîtriser ces techniques. Et ce sera utile pour la suite. D'accord ?
Alors, pour essayer de mettre en perspective ce processus, bon, ils font ça pour tous les composants, mais je vais pas... Oui, c'est bon. Pour essayer de mettre en perspective ce processus, j'utilise, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous avez déjà croisé ce truc. C'est bien, tout le monde dit oui, donc tant mieux, je vais gagner du temps. Donc la théorie CK, développée par mes collègues de l'école des mines, qui représente le processus de conception comme l'interaction entre l'espace des concepts et l'espace des connaissances. Qu'est-ce qu'on voit si on l'applique à Flip? Ils partent sur, on a les connaissances, les requirements, les connaissances techniques, on a identifié 2 missions, on fonce. D'accord? Première étape du projet. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Ça, c'est l'étape 1. Ils pensent que ça va marcher au départ. Mais en fait, non. En fait, ça et ça, il s'avère que ces connaissances-là sont incomplètes ou pas bonnes, ou appelez-les comme vous voulez. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ils recommencent à analyser, d'accord? Ils réanalysent le besoin, et donc ils passent de 2 à 27. D'accord? Pour répondre à ces 27 solutions, ils pensent que ça marche, qu'ils ont 4 solutions. Mais en fait, ça ne marche pas non plus. Sauf celle-là. Donc celle-là, ils la développent. Mais en même temps, ils font un mapping de toutes les solutions techniques possibles pour répondre à ces 27 missions. Et ils arrivent à 3 produits qui vont leur permettre de couvrir ces missions-là. Et en même temps, en cours de route, ils ont révisé les modèles de conception des antennes et des transpondeurs. D'accord. Donc pourquoi je fais ça? Parce que le modèle projet classique, il est là. On a une mission et on fonce. En projet d'exploration, on a cette double expansion des concepts et des connaissances. D'accord. Par rapport aux connaissances, on a plus de concepts et plus de connaissances à la fin du projet. Et l'intérêt des projets d'exploration, c'est ça. Le but du jeu, c'est je cartographie un espace de conception et ça va permettre ensuite de lancer d'autres projets. On est sur des projets assez différents. Alors, et c'est typique, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur Flip, c'est typique des projets d'exploration. L'objectif au départ, il n'est pas clair. Le stage gate, ça ne marche pas. On part, puis on revient en arrière, puis etc., etc. On gère en même temps des temporalités assez différentes. On est à la fois sur je développe le truc que j'ai identifié pour un client à court terme, et en même temps, j'explore le plus largement possible l'espace de conception à moyen long terme. On crée, on révise les connaissances, on révise les modèles de conception, on réouvre c'est quoi un satellite de communication, et on a des résultats, et ça c'est important, parce que souvent la critique qu'on fait, c'est ouais mais c'est pas un projet parce que il n'y a pas de livrable, etc., etc. En fait, on peut préciser les résultats de ce type de projet. C'est des trucs, c'est des projets qui sont déjà qualified, c'est-à-dire on a fait la proof of concept. C'est des protos qui permettent de démontrer que c'est intéressant. C'est la carto elle-même, parce que ça, c'est extrêmement utile pour les gens du CNES. On est parti de flexibilité, et maintenant on sait que flexibilité, voilà les solutions, voilà les concepts, voilà les connaissances qu'il faut, etc. On a des nouveaux modèles de conception, et il est catégorique, le chef de projet. Il dit probablement le principal résultat de Flip, c'est ça. Ce n'est pas l'objet, c'est la révision des modèles de conception. On ne conçoit plus les antennes et les transpondeurs de la même manière avant Flip et après Flip. Et ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont appris là-dessus, tout de suite, ils le transfèrent au coup d'après, THD-SAT, où ils ont vu un problème similaire. Ils disent ah non, attention, si on fonce sur un objectif, on ne va pas y arriver. Il faut remonter, faire un mapping avant de foncer. Et on a des nouvelles compétences. Là aussi, il le dit. La fertilisation croisée, comme il dit, c'est le point central dans ces projets-là. On cherche à développer des connaissances et des compétences et des concepts qui vont être utiles après. Et il le dit, c'est bizarre par rapport à la logique projet traditionnelle où on fonce sur l'objectif qu'on s'est donné. Là, pas du tout. Pas du tout. Oui, on essaie de casser cette logique qui consiste à suivre le cahier des charges strictement. D'accord? Oui? Non, mais
Combien de temps? Soit je m'arrête, soit j'ai encore 2 slides, mais c'est pas grave. Ta question, C'est pas grave. Et ce que montre, je vais simplifier les 2 derniers slides. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, au CNES en tout cas, les interviews avec les chefs de projet montrent qu'ils sont mal à l'aise. Sur un autre projet qui n'est pas Flip, la chef de projet dit the done, c'est le cancre. On ne peut être que, quand on est sur des projets comme ça et qu'on est confronté à des processus classiques, parce que le CNES n'a pas encore séparé, il n'y a pas de différents processus. Il dit on peut être que mauvais élève. Parce qu'on se retrouve dans des situations où on demande des choses précises sur les objets flous. Et donc ils sont très mal à l'aise, ils le disent, c'est un objet flou, les gens ne comprennent pas bien ce que c'est. Et il y a un risque très fort de se lancer, à vouloir rentrer au forceps dans le processus, de faire des bêtises. Le directeur des projets a une phrase que j'adore, il dit « La seule solution, c'est de le maquiller ». Donc je lui dis « Mais comment vous faites malgré ça pour maintenir ces espaces-là » Et la réponse est « La seule solution pour que ces projets survivent, c'est de les maquiller ». Donc il dit on leur met un nez rouge s'il faut, on leur met des chaussures blanches, une cravate jaune, etc. Et il était hyper fort pour rentrer, pour que ces trucs-là ressemblent à des projets normaux. Donc on ne vienne pas l'emmerder sur les budgets, alors qu'en fait, derrière, c'est des processus complètement différents. Ce qui est, à mon avis, c'est une stratégie de contournement qui est à mon avis, bah ouais, je pense que la difficulté, c'est au contraire de réussir à créer des processus différents pour ces projets. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai encore des trucs que je pourrais vous dire, mais je m'arrête là. Si ça vous intéresse, mais peut-être ça va être dans la conversation. En fait, ce que je vous dis là, il y a un papier derrière, donc qui s'appelle Floating in Space, sur l'étrangeté des projets exploratoires. Qui a été publié cette année dans le Project Management Journal. Vous le trouvez, ça c'est mon site. Le PDF est en ligne. tu nous l'avais envoyé. Bah voilà, je vous l'ai même envoyé. Donc, bon, après, on peut discuter. Est-ce que c'est toujours des projets? Quand est-ce que c'est fini, etc. Mais peut-être ça viendra dans les questions. Moi, je m'arrête là.